Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Les agences du système des Nations Unies réaffirment leur soutien à la Côte d'Ivoire qui abrite le centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition en Afrique. Les responsables de ces agences ont été reçus par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. La mission du centre, rassembler les connaissances pour lutter contre la famine. Et nous irons à Fès-Kédougou, où les populations venues de 11 régions et de la Côte d'Ivoire se sont retrouvées pour rendre hommage au président de la République. Les populations se sont mobilisées autour du Premier ministre et des membres du gouvernement pour cette journée de reconnaissance au chef de l'État. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso préparent le 8e traité d'amitié et de coopération. Avant l'événement prévu les 30 et 31 juillet prochains, à Ouagadougou, les experts ivoiriens et burkinabés ont tenu une rencontre. Ils ont évoqué les axes de coopération afin de formuler des recommandations aux deux gouvernements. Enfin, les corps de 62 migrants ont été repêchés ce vendredi en Libye après le naufrage de leur embarcation au large de la ville de Koms jeudi. C'est la pire tragédie en mer Méditerranée cette année, selon l'ONU. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Ajoutez notre rendez-vous culturel de samedi. Nous parlerons littérature avec l'auteur ivoirien Bleu Tiemoko. Colonel, médecin militaire à la retraite, il vient d'intégrer la grande famille des écrivains avec son œuvre Wondomé. C'est un conte d'origine Dan qui relate l'histoire d'un jeune homme en quête de savoir, de vérité. Wondomé, il savait le comment et le pourquoi des choses. Voilà le titre du premier conte de notre invité, ancien militaire devenu aujourd'hui écrivain. Bonsoir, Monsieur Bleu Tiemoko. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes à la retraite, mais toujours en activité. Après l'armée, vous vous lancez dans l'écriture. Dites-nous, pourquoi avez-vous opté pour la plume à votre retraite? Merci, madame. La retraite, c'est l'occasion de se consacrer à ses passions. Et l'écriture fait partie de mes premières passions. Parce que j'ai grandi dans l'entourage d'un enseignant qui est mon aîné, qui a dû arrêter ses études pour aller enseigner et qui, pour se cultiver, achetait beaucoup de livres. Et ça m'a donné l'occasion de connaître les livres très tôt et d'apprécier l'écriture. Et aujourd'hui, vous avez troqué votre tenue militaire? Aujourd'hui que je suis libéré de la fonction militaire très contraignante, je me sens entièrement libre pour revenir à ma première passion. Et vous nous parlerez donc dans quelques instants de votre conte Wondomé, celui qui savait le comment et le pourquoi des choses. Ce sera dans la page culture. On va se retrouver dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, Monsieur Bleu Tiemoko. Merci, madame. Vous restez pour le moment avec nous. Nous allons commencer par cette rencontre des agences du système des Nations Unies présentes à Abidjan avec le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Ces agences réaffirment leur soutien à la Côte d'Ivoire qui abrite depuis quelques mois le Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition en Afrique. La mission clé de ce centre de recherche est de rassembler les connaissances pour lutter contre la famine sur le continent africain. Herman Guivé. Les agences du système des Nations Unies venues témoigner de leur soutien au gouvernement ivoirien pour l'initiative qui consiste en la création du Centre régional de lutte contre la faim et la malnutrition. Cette délégation des agences du système des Nations Unies reçue en audience par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Une délégation accompagnée par l'Union africaine et la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La question de malnutrition et de lutte contre la faim est une question multisectorielle. Et à travers le CERFAM qui est créé, qui est une initiative de la Côte d'Ivoire et à Loué, qui est une initiative à vocation régionale, c'est tout à fait normal que nous puissions venir et apporter notre contribution à faire en sorte que ce centre grandisse et ce centre fédère toutes les initiatives qui se trouvent au niveau de la région africaine. C'est la raison de notre visite. La délégation a reçu l'assurance d'une mobilisation plus élargie pour permettre que le CERFAM puisse continuer sa route et fédérer l'ensemble des pays, fédérer toutes les initiatives afin que la lutte contre la faim et la malnutrition soit plus efficace.
Nous partons à présent pour Fekese-Dougou dans le Tchologo, où les populations venues de 11 régions de la Côte d'Ivoire se sont mobilisées pour un événement, rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, plusieurs membres du gouvernement et des institutions ont pris part à cette journée de reconnaissance au chef de l'État pour ses actions de développement. Le reportage d'Alexis Ouedraogo depuis Fekese-Dougou. Le cœur des fils du Grand Nord, unis dans un même battement ce samedi à Fekese-Dougou. Union pour dire merci à un fils, un artisan de développement. C'était un calvaire de parcourir Ferke-Wangolo. Mais aujourd'hui, Ferke-Wangolo, on le parcourt à 15 minutes. Chez moi, dans le Cordoue, il me reste que 5 villages à électrifier dans les 25 villages. Nous, on a quitté Kongasso hier à 21h30. On est arrivé ici à 7h du matin. Vous voyez que je ne dors pas. Je vous dis que je suis content. Nos régions n'avaient pas de lumière. Maintenant, ça y est. Et l'eau est là. Venus des 11 régions du Grand Nord, jeunes, femmes, cadres, anciens ont répondu présent de bonne heure pour célébrer celui qui porte le développement des régions. Le Grand Nord est uni et solidaire autour de ce qu'il peut lui donner des chances, en parfaite harmonie avec tout le territoire national, d'apporter sa pierre à l'édification d'une Côte d'Ivoire prospère où il fait bon vivre, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Pour le chef du gouvernement, président de la cérémonie, le rassemblement de cette journée est l'expression d'un choix de raison, mais surtout de qualité. Vous avez décidé, par votre mobilisation exceptionnelle, ici, à la place Alassane Ouattara, de Fekese-Dougou, de dire oui à la fraternité, de dire oui au rassemblement, de dire oui à l'union, de dire oui à une Côte d'Ivoire en paix et au travail, oui à une Côte d'Ivoire résolument engagée sur la voie de l'émergence. Et si cette vision s'étend à tout le pays, le meilleur reste à venir. Les perspectives sont là et elles sont prometteuses. Le temps de nous engager fermement et résolument autour du président de la République, autour de sa grande vision et de son action est plus que jamais arrivé pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi ici, à Fekese-Dougou, je veux, avec la bénédiction de nos chefs traditionnels et religieux, et de celle de tous les doyens qui sont venus, dont le doyen Tonton Tchemoko Yadé, nous inviter au rassemblement, à la cohésion et à la mobilisation autour du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Bonne nouvelle pour les jeunes. À compter du mois de septembre, ce sont plus de 500 000 opportunités de stage et d'emploi qui devraient leur être proposées. Dès le 1er août prochain, nous allons procéder à l'ouverture officielle de 45 guichets emploi dans les 13 communes du district d'Abidjan et les communes chefs-lieux de région, ainsi qu'une nouvelle plateforme de recensement et d'inscription des demandeurs d'emploi. Ces guichets emploi permettront de recenser tous les jeunes demandeurs d'emploi et de les faire bénéficier des opportunités qui sont créées dans le cadre du programme social du gouvernement. Amadou Gon Coulibaly a profité de l'occasion de cette rencontre pour faire comprendre le coût de la carte nationale d'identité. S'agissant de la carte nationale d'identité, je voudrais rappeler qu'à l'instar des différents actes administratifs, la carte nationale d'identité est sujette au paiement d'un droit de timbre, et ce depuis la loi numéro 62-64 du 20 février 1962 instituant la carte nationale d'identité. Le paiement de droit de timbre a été exceptionnellement suspendu en 2007. Cette suspension de paiement de droit de timbre de la carte nationale d'identité a pris fin en 2014 suite à l'adoption par le Parlement
le 17 décembre 2014 du projet de loi portant ratification de l'ordonnance du 4 juin 2014 fixant le droit de timbre applicable à la carte nationale d'identité à 5 000. La fête, elle a pris fin par de belles réjouissances. Et les organisateurs de cette cérémonie d'hommage à Fekese-Dougou dans la région du Tchologo ont réussi le pari de la mobilisation. Plus de 20 000 participants ont fait le déplacement. 11 régions de la Côte d'Ivoire étaient représentées. Elles sont toutes venues exprimer leur reconnaissance au chef de l'État, Kader Sogodogo. La place Alassane Ouattara de Fekese-Dougou est noire de monde. Combien sont-ils? 25 000, 30 000, 35 000. Difficile de se prononcer. Ce qui est certain, c'est que la mobilisation est gagnée. Tous avaient à cœur de venir démontrer leur reconnaissance à Alassane Ouattara. Très satisfait de la gestion du pouvoir d'Alassane Ouattara. C'est justement pour cela que le Nord, tout le Grand Nord, a décidé de célébrer le président de la République. Rendre hommage à un grand bâtisseur, à un homme d'engagement, à un homme de vision comme le président Alassane Ouattara ne peut qu'être une affaire de tous. Non seulement des populations du Grand Nord en particulier, mais en général de toute la population de Côte d'Ivoire. Depuis l'avènement du président Alassane Ouattara au pouvoir, notre région revit et revit très bien. Toutes les infrastructures ont été rénovées. Nous avons aujourd'hui un plan, n'est-ce pas, pour l'électrification de toutes nos communes. Tous relèvent les efforts consentis par le premier des Ivoiriens pour apporter un mieux-être aux populations. Président Alassane Ouattara, Président Alassane Ouattara, bravo, bravo. Merci, merci. C'est pour toi la Côte d'Ivoire. Aide-nous à avancer. Si vous voyez la confiance que la communauté internationale a à notre président, c'est parce qu'ils savent très bien qu'il est soutenu. Nous pensons que ce grand meeting aujourd'hui balaie tous les mensonges, balaie toutes les intoxications. Et à partir de cette grande mobilisation qui est historique, ce sont les valeurs cardinales de l'euphotisme qui ont été partagées par Opo Bagny. Et le Grand Nord donne le message à toute la Côte d'Ivoire qui doit se rassembler autour des valeurs de l'euphotisme, autour d'Alassane Ouattara pour une Côte d'Ivoire émergente pour 2020. Il y a beaucoup de cérémonies d'hommage et de remerciements qui ont eu lieu dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire. Mais celle d'aujourd'hui est caractéristique d'une communion totale, d'une grande ferveur, d'une solidarité pour exprimer de façon vive notre remerciement, notre infinie gratitude au président de la République. Loin de Fekese-Dougou, loin de la région du Tchologo, certainement sous le poids des charges liées à la gestion de l'État, Alassane Ouattara n'était peut-être pas là physiquement, mais omniprésent dans l'esprit de l'ensemble des populations du Nord. C'est à croire que, à Fekese-Dougou et dans le Tchologo, le chef de l'État et son parti, le RHDP, sont dans leur jardin. Autre événement, autre mobilisation autour du maire de Yakassé à Tobro. Le maire de Yakassé, élu en tant que candidat indépendant, a rejoint le RHDP. La cérémonie d'investiture s'est faite dans cette localité. C'était en présence du ministre Touré Mamadou, porte-parole adjoint du RHDP, et du ministre Seka Seka, coordonnateur du RHDP dans la région. Éric Goré. Les têtes couronnées, garantes de la tradition, étaient fortement représentées à cette cérémonie d'investiture. Raison de plus pour que le maire de Yakassé, Adepo Yapo François, soit transporté selon les us et coutumes de la région. Une cérémonie politique à l'allure culturelle. Adepo Yapo François est maire indépendant. Il a été membre fondateur du FPI et aujourd'hui, il rejoint le RHDP en toute responsabilité et sans contrainte. Ma décision et mon engagement sont passés au scandale du RHDP. J'ai été jugé apte à monter à bord du grand navire. Après l'avoir investi, le ministre Touré Mamadou a dit les missions qui attendent la nouvelle recrue du RHDP. Monsieur le maire, le plus difficile commence après votre adhésion. Vous avez des populations qui vous font confiance, qui doivent continuer à vous faire confiance. Ces populations attendent beaucoup de vous en termes d'action de proximité pour l'amélioration de leurs conditions de vie, avoir de l'eau, aller à l'école,
pouvoir se soigner. Cette cérémonie d'investiture a été possible grâce à l'engagement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Selon le ministre Joseph Sekaseka. Aujourd'hui, nos quartiers sont en train d'être pourvus en lampadaires, en électricité et bientôt, plus un seul quartier dans les 14 villages du département ne restera dans le noir. À la tâche, son Excellence Amadou Gon Coulibaly. Les populations heureuses se sont exprimées. La politique d'avant est passée. C'est la politique de développement que la population a besoin. C'est pourquoi ces populations de Yakassé à Tobrou ne se sont pas fait prier pour envahir la place qui a accueilli l'événement. Le président du Sénat, Janoa Osso-Kouadio, qui adhère aussi aux idéaux du RHDP, appelle à la paix et à l'unité du côté des Béoumi à l'issue des récents événements. Le président du Sénat invite les populations à une cohabitation pacifique pour le développement de la région. Le témoignage est signé Kouadio Kwame Jean de Dieu. Mission de décrispation du président du Sénat, Janoa Kouadio à Béoumi. Résidence du préfet de la localité. Si pour le représentant de la municipalité, Kwaku Ungoran de Toubéoumi s'inscrit dans une dynamique de paix et de cohésion sociale, le ministre de la Communication et des Médias soutient le contraire. En effet, selon l'orateur, les habitants n'ont aucunement tiré les leçons de la crise passée au regard des comportements assortis de propos malsains. La recherche de la paix est une quête permanente et donc il ne faut jamais se lasser de prôner la paix, le rassemblement et le vivre ensemble. Construire la paix est une épreuve difficile. Janoa Kouadio a appelé toutes les communautés à prôner la paix et la cohabitation pacifique préalable à tout développement. Qu'on se considère tous qu'on n'a qu'un seul pays, la Côte d'Ivoire, que nous devons aimer, protéger et je dirais le cultiver avec beaucoup d'amour et de passion. Qu'il faut éviter toute parole malheureuse qui peut provoquer des conflits, car les conflits partent des mots malheureux. Et on appelle donc au désarmement de tous les discours des politiques, les discours des communautés, les discours des religieux, les discours des jeunes, les discours des femmes, afin que la Côte d'Ivoire puisse retrouver sa paix d'antan. S'agissant des cas d'incarcération. La justice, elle est faite par les hommes pour les hommes. Donc la justice a une dimension humaine. Nous allons considérer la dimension humaine de la justice. La Chambre des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire s'est engagé à parcourir les 98 villages codés pour rapprocher les parties et enterrer définitivement la hache de guerre. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, deux pays amis qui prônent aussi la paix, préparent activement la 8e conférence au sommet de leur traité d'amitié et de coopération. Avant l'événement prévu les 30 et 31 jours prochains à Ouagadougou, les experts ivoiriens et burkinabés ont tenu une rencontre. Ils ont évoqué les axes de coopération en vue de formuler des recommandations aux deux gouvernements. Mama Traoré, envoyé spécial au Burkina Faso. La ville de Ouagadougou, aux couleurs de la 8e édition du traité d'amitié et de coopération TAC entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Avant la conférence au sommet prévue se tenir les 30 et 31 juillet prochains, les experts des deux pays se réunissent ce week-end dans la capitale burkinabé. Cette concertation vise à évaluer l'état de mise en œuvre des décisions arrêtées lors du TAC 2018 tenu à Yamoussoukro, telle la construction de postes de contrôle juxtaposés aux frontières afin de faciliter la libre circulation des biens et des personnes. Il était convenu à travers l'UEMOA de la mise en place des postes de contrôle juxtaposés à la Léraba. Et aujourd'hui, grâce à l'appui du gouvernement ivoirien, nous avons l'heureuse nouvelle d'annoncer le début des travaux des PCJ de la Léraba, qui est un outil d'intégration et qui va énormément faciliter les échanges entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, qui va faciliter la libre circulation des biens et des personnes entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. La rencontre des experts va s'appuyer sur le rapport de la dernière réunion du comité de suivi et d'évaluation des décisions du TAC, tenue en mai dernier à Bobo-Dioulasso. Chers experts, le devoir nous appelle et il est impérieux que nous nous attelions à examiner avec minutie l'état d'avancement des projets les plus emblématiques, notamment la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la question de sécurité, la réhabilitation des chemins de fer, la coopération dans le domaine de l'énergie et tout en les assortissant de propositions concrètes
à soumettre à nos sommités respectives. Je suis persuadé qu'à l'issue des 48 heures d'examen et d'échanges fructueux qui vont suivre, sortiront des décisions et recommandations pertinentes susceptibles de nous faire avancer dans l'exécution des différentes diligences définies lors du TAC 7. 2 jours de travaux pour définir l'ordre du jour de la conférence au sommet du TAC 2019. Le Conseil conjoint de gouvernement se tiendra le mardi 30 juillet, suivi mercredi du Conseil conjoint des ministres qui sera coprésidé par le président Alassane Ouattara et Roch-Marc Christian Kaboré. Notre périple nous conduit sur les chantiers de l'autoroute Yamoussoukro-Tiebissou-Bouaké Fekessedougou, des chantiers visités par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Le ministre Amédée Kofi Kwaku est allé s'assurer de l'avancement et de la qualité des travaux et surtout inviter les entreprises à la célérité pour le respect des délais de livraison. Léon Brou. Et revoilà le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier sur le chantier de réhabilitation de la route du Nord, tronçon Bouaké-Kanaoulou. Amédée Kwaku encore rassuré, 2 mois après sa première visite, de la qualité et de l'état d'avancement des travaux. On a un avancement qui correspond à peu près à 35% du marché, avec un avancement en traitement ciment au-delà de 40% et un avancement en grave bitume qui atteint 18%. Juillet 2020, le délai de livraison aussi tenable en ce qui concerne le tronçon Kanaoulou-Ferkessédougou. Les 95 km déjà réhabilités à 60%. Ici encore, le respect des normes de qualité est de mise. Objectif, garantir à la route du Nord une durée de vie d'au moins 17 ans. On a une carrière de granit qu'on exploite, de la GNT 031.5, de la grave bitume qui est un mélange de bitume et de cailloux. Et on aura 6 cm de couche de roulement qu'on appelle du BBSG, qui va servir et donner un confort aux usagers de la route. Lorsque vous roulez sur une route, vous devez être comme si vous êtes assis dans votre salon. On appelle ça l'uni et ils arrivent quand même à le faire et je voudrais vraiment les féliciter. Nous sommes donc très heureux de l'avancée des travaux. J'ai même cru entendre qu'on va pouvoir respecter les délais et peut-être même qu'on va finir avant. C'est le souhait du chef de l'État et les populations vont apprécier. Parce que, vous savez, l'état de dégradation de cette route était tel qu'à un moment donné, les populations ont manifesté leur mécontentement. Aussi passé en revue le chantier du prolongement de l'autoroute de Yamoussoukro à Bouaké. Sur les 87 km entre Tiebissou et Bouaké, terrassement et fondation portent en 4 mois déjà à 8% le taux d'exécution des travaux. L'insatisfaction, c'est sur le tronçon Yamoussoukro-Tiebissou. Moins de 30%, le niveau de construction des 37 km d'autoroute en 27 mois. Le chantier était prévu pour durer 30 mois. Après 27 mois, on devait être vers la fin du chantier, mais c'est un taux qui est relativement très faible. Et nous avons donc instruit nos collaborateurs, notamment le DG de la Géroute, le Bénet, de sorte à ce qu'une vigilance accrue soit donc portée à ce chantier. Parce que le Premier ministre nous a donné des instructions fermes pour que désormais tous les chantiers qui commencent soient réalisés dans les délais. Si d'ici là les choses ne changent pas, je pense que nous allons prendre toutes les dispositions qu'il faut pour mettre fin à leur contrat. Ces consignes du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier aussi bien aux structures sous tutelle, car outre la performance de l'entreprise, sont en cause sur le tronçon Yamoussoukro-Tiebissou divers obstacles. Ils ne sont pas encore en activité, mais le seront très bientôt. 46 étudiants ingénieurs, statisticiens, économistes, issus de l'École nationale supérieure de la statistique et d'économie appliquée ont fini leur formation. Ils font partie de la 30e promotion et s'engagent à contribuer au développement de leur pays. La ministre Nialé Kaba et le secrétaire d'État Moussa Sanogo les ont encouragés à toujours prôner l'excellence. Francis Boifou. 20 ans après l'obtention de leur diplôme, des ingénieurs, statisticiens, économistes issus de la 10e promotion de l'École nationale supérieure de la statistique et d'économie appliquée ENCA initient cette conférence sur le rôle des statistiques dans les administrations publiques, privées et organismes internationaux. Cela en collaboration avec la direction générale de l'ENCA. Des ingénieurs, statisticiens et économistes, ISE, sont capables de participer à la définition des besoins de la connaissance économique et sociale, d'analyser les structures complexes et de contribuer aux orientations fondamentales des politiques de développement.
Étudiant à l'ENCA de 1996 à 1999 et aujourd'hui secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo invite ses cadets ingénieurs, statisticiens, économistes à contribuer au développement de leur pays. Un pays comme la Côte d'Ivoire, nous avions un PIB de 13 000 milliards en 2012. En 2022, nous allons avoir un PIB de 33 000 milliards. Il va falloir que nous ayons davantage de capacités d'ingéniosité pour accroître nos ressources intérieures de façon à réduire le volume de ressources extérieures dont on peut avoir besoin pour financer le développement de notre pays. Et ça demande d'avoir également de grosses compétences. Vendredi, 46 étudiants ont reçu leur parchemin des mains du secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État, par ailleurs parrain de la 30e promotion de l'ENCA. Nous avons bénéficié d'une formation assez riche, assez intense, qui nous permet aujourd'hui d'affronter le monde professionnel et de relever tous les défis qui se présenteront à nous. Il faut savoir faire preuve de beaucoup d'humilité, être inlassable du savoir, de nombreuses choses qui caractérisent un excellent travailleur de l'État. Pour renforcer les capacités d'accueil de l'ENCA, Moussa Sanogo engage son département ministériel à financer la construction d'un amphithéâtre. Le ministre du Plan et du Développement encourage la collaboration entre anciens et nouveaux étudiants. Il y a la transmission aux élèves de nouveaux savoirs et pratiques à travers des vacations, le soutien à l'insertion professionnelle par un coaching des plus jeunes, la création d'un réseau professionnel dynamique participant aux instances de gouvernance de l'école. L'École nationale supérieure de la statistique et d'économie appliquée ENCA a formé à ce jour plus de 4000 cadres africains. De l'autre côté du globe, en Libye, les corps de 62 migrants ont été repêchés hier vendredi après le naufrage de leur embarcation au large de la ville de Coms ce jeudi. C'est la pire tragédie en mer Méditerranée cette année selon l'ONU. Le nombre de migrants présents à bord de l'embarcation ayant coulé dans la nuit de jeudi demeure incertain. Selon l'Organisation internationale des migrations, près de 145 personnes ont été secourues, tandis que 110 restent portées disparues au large de la Libye, pays plongé depuis 2011 dans le chaos avec des luttes de pouvoir et des milices qui font la loi. Après un séjour à Médine, la ville natale du prophète Mohammed, plusieurs centaines de milliers de pèlerins sont en route pour la Mecque. Les premiers arrivés sur place ont déjà effectué la Umrah ou encore le petit pèlerinage. Le point du périple dans ce reportage d'Abdoulaye Koné, envoyé spécial à la Mecque. Le cimetière des martyrs du mont Uhud, la mosquée des deux directions ou Qiblatain et enfin la mosquée de Kouba. Ce sont des sites que le pèlerin peut visiter dans la région de Médine. La mosquée de Kouba, c'est la première mosquée en l'islam. Le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a quitté la Mecque, avant de rentrer à Médine, il a fait quelques jours à Kouba et il a construit cette mosquée. Et le prophète nous dit alayhi salatu wassalam, celui qui fait son ablution à la maison, il se rend à la mosquée Kouba, fait les 2 rakats, aura les mérites de celui qui a fait la Umrah. On a prié pour nous-mêmes et on a prié pour la Côte d'Ivoire, surtout pour la paix. Le cap a ensuite été mis sur la Mecque où plusieurs délégations ont accompli la Umrah ou encore le petit pèlerinage, une entrée en matière avant le grand rite du Hajj. Il y a 3 types de pèlerinage. Donc ce que nous avons fait, ça c'est un tamato. On fait la Umrah d'abord, on se désacralise et puis ensuite dans le mois de Zulhijjah, le mois de Tabaski, nous allons effectuer le Hajj. Donc la Umrah, ça s'est bien passé, très bien passé. Au cours de ces différentes étapes, le pèlerin musulman doit s'efforcer de se conformer à la Sunna, la tradition du prophète Muhammad. Il s'agit alors pour le musulman d'engranger le maximum de mérite. Et nous sommes samedi, c'est l'heure de Palais Culture dans ce 20h. Commençons par cet événement culturel qui rassemble les différentes communautés vivant dans la commune d'Abobo. L'événement est dénommé Abobolais Festival. Cette plateforme va permettre de promouvoir la cohésion sociale, le brassage des peuples, la culture de la paix. Serge Coléa. Abobolais Festival, voici la tribune culturelle qui veut fédérer toutes les communautés vivant à Abobo.
Pour les initiateurs, il s'agit de créer un événement culturel capable d'offrir un tableau artistique digne et représentatif de cette cité multiethnique. Nous les artistes, nous sommes impliqués dans la chose corps et âme. Tout ce que vous voyez, artistes, ils ont tous commencé à Abobo un jour. Plus de 1 million d'habitants issus de 19 quartiers et 3 villages ébriés de la commune sont appelés à mettre en valeur le brassage des peuples, les alliances interethniques, la diversité culturelle de l'une des communes les plus peuplées du district d'Abidjan. Quand je suis là et puis j'entends Abobolais Festival, j'ai plus besoin de réfléchir. Je cours parce que je suis Abobolais. Maintenant, le concept, c'est d'évacuer toutes les mauvaises idées qu'on nous rejette. C'est-à-dire comment faire le brassage entre nos communautés dans la commune, dans la belle cité que nous vivons. Abobolais Festival est une initiative d'un groupe de jeunes résidents d'Abobo. Et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce samedi. On vous retrouve, M. Bleu Tiemoko. Vous venez de suivre le festival Abobolais. Vous avez initié aussi un autre festival dans votre région, dans le Tonkpi. Oui. Pour promouvoir la paix, la cohésion, mais surtout la culture dans mon village, oui, j'ai promu le Mosé Festival. Le 11 qui signifie? Qui signifie les valeurs anciennes ou bien les choses anciennes. Et justement, ces valeurs anciennes, parler de valeurs traditionnelles que vous prenez également dans ce conte. Ce conte intitulé Wondome, il savait le comment et le pourquoi des choses. Avant tout, donnez-nous la signification de Wondome. Wondome en Yakuba, qui signifie en français? C'est le savant. Le savant, exactement celui qui sait le pourquoi et le comment des choses. De toutes les choses. Il sait toute la vérité. Oui. Il a la connaissance. Oui. Alors, nous allons donc regarder ce conte-là a intéressé notre reporter Franck Quadio. Il a lu, on va voir le résumé qu'il en fait et on en reparle sur ce plateau. Wondome, il savait le comment et le pourquoi des choses. L'œuvre s'ouvre en avant-propos sur la richesse de la parole de sagesse. Wondome, c'est l'histoire d'un personnage saisissant. Bana, un homme en quête de réponse sur les dérives de l'humanité. Théâtre de l'intrigue, c'est de Pleu. Nous sommes un pays dans Grand Ouest ivoirien. L'ouvrage est l'histoire d'un homme, mais plus encore d'une quête. Tout le long du parcours du héros, questionnements intérieurs et discours narratifs se construisent au gré de l'intrusion de personnages colorés et de situations fort empreintes de symboles. Un livre de contes donc pour parler à l'homme de son propre moi. L'auteur est médecin militaire à la retraite. Bleu Tiemoko est un véritable amoureux de sa culture. Il est aussi promoteur d'un festival, le Wonzi, ou encore la célébration des choses anciennes. Alors, dites-nous, à travers Wondome, vous interpellez la jeunesse qui, selon vous, a pris la mauvaise direction. Qu'est-ce que vous reprochez à cette jeunesse d'aujourd'hui? Beaucoup de choses, Marie-Laure. Le non-respect des aînés, la dépravation vers les fléaux comme la drogue, comme la paresse, les désinvoltures dans leur manière de s'habiller. On a l'impression que les jeunes se déshabillent maintenant pour sortir. Et eu égard à tout ça et vu l'actualité même dans le monde où l'humanité va de plus en plus vers l'inacceptable, on reconnaît ici que l'adultère n'est plus un problème pour la société. Quand vous allez ailleurs, c'est l'inceste qui est admis maintenant comme quelque chose de normal. Donc, le bien est devenu, le mal est vu comme le bien. Le mal est vu comme désormais, le bien. selon vous? Au point où nous ne savons pas où nous allons. Et quand on ne sait pas où on va, Marie-Laure, il faut au moins se rappeler d'où on vient. D'accord. Et donc, retour aux sources. Retour aux sources. Quelles sont les raisons de cette déviation d'après vous? Les raisons sont nombreuses. On attribue en général tout ça à l'évolution. Les médias, notamment la télévision, ils sont heureusement que vous êtes là aujourd'hui pour sensibiliser. Ils sont pour quelque chose. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on montre à la télévision n'est pas forcément des modèles à suivre.
La RTI n'est pas concernée, heureusement. Heureusement, la RTI. D'accord. Ah, donc, pour les responsables, vous avez cité les médias ensuite, par rapport aux responsabilités. Il y a également le système éducatif qui n'est plus adapté, à mon sens. Parce qu'il y a des valeurs qu'on n'enseigne pas, qu'on n'enseigne plus à l'école. Il faut remédier à cela. Quelles sont ces valeurs qu'on n'enseigne plus? De mon temps, qui n'est pas très ancien, mais de mon temps, l'enseignant était pratiquement vénéré. C'était le maître. Et les élèves étaient des disciples. Quand on dit disciple, c'est-à-dire qu'on respecte, on observe à la règle ce que le maître dit, ce que l'enseignant enseigne. Aujourd'hui, les élèves sont capables de se donner des jours de congé, de rapprocher le départ pour les congés de Noël ou pour les grandes vacances. Ils s'imposent et quelquefois on le leur accorde. Tout ça, ça doit changer. D'accord. Alors, comment redresser, puisque vous dites tout ça doit changer, comment redresser la pente? Pour redresser, le premier pas pour moi, c'est de retourner d'où nous venons. Interroger nos traditions, interroger nos coutumes, pour savoir comment est-ce que nos ancêtres, nos parents ont fait pour que jusqu'ici, ils puissent conserver le monde dans l'état dans lequel nous l'avons trouvé. Et nous avons l'impression qu'à notre temps, toute la destruction est en train de s'accélérer. Et donc, oui. Aujourd'hui, pour vous, par le conte, on pourrait retourner aux sources. Exactement. Parce que les contes, Marie-Laure, les contes représentent un creuset, une source inestimable de savoir et de sagesse. Nous l'avons pratiqué, nous l'avons expérimenté dans notre jeunesse et nous pensons que si nous avons recours au conte aujourd'hui, nous pouvons redresser certaines choses. D'accord. Alors, Wondome était un savant, vous l'avez dit, c'était un aîné, c'était un adulte ou un vieillard, mais qui savait, qui était un modèle pour Pana, qui était aussi en quête de savoir, de vérité. Est-ce qu'aujourd'hui, cette jeunesse, pour vous, n'a pas de modèle? C'est ce qui expliquerait certainement cette déviation? Nous avons de moins en moins de modèles, à tous les niveaux, que ce soit au niveau villageois, au niveau urbain, au niveau familial, nous avons de moins en moins de modèles. Et le modèle le plus pratiqué, le plus visible pour la jeunesse, c'est souvent le modèle politique. Mais c'est un modèle qui a une durée de vie très courte. Parce que les hommes politiques, ils sont vite adulés, mais aussi rapidement Alors, quel est le modèle parfait? Quel est le modèle parfait? Le modèle parfait aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le leader. Le leader, dans le langage actuel, c'est cette personne, homme ou femme, qui est capable d'avoir deux comportements, deux qualités très précises. La première qualité, c'est la responsabilité. Un leader doit être responsable, c'est-à-dire être capable de trouver des réponses aux problèmes qui se posent à lui et à son entourage. C'est ce que signifie le mot responsabilité. Deuxième caractéristique. Deuxième caractéristique, il doit être discipliné. Discipliné, c'est un mot qui contient en même temps disciple. Disciple et discipliné ont le même radical. Quand on est disciple, on respecte à la lettre ce que le maître dit. Être leader, c'est être le disciple de ses idées, de sa vision, de ses objectifs. Différent donc du manager. Différent du manager qui, lui, est orienté vers des résultats ponctuels qui motivent donc toutes ces actions. Donc vous appelez chacun à être des leaders. À être des leaders, au niveau de la famille, au niveau du service, au niveau de la communauté et au niveau de... à tout endroit où il se trouve. Et les retombées sont importantes pour la société. La société. Donc vous appelez chacun à être des Wondome.
Exactement. À savoir le comment et le pourquoi des choses. C'est ça. Merci beaucoup, M. Bleu Tiemboko, d'avoir été avec nous sur ce plateau, d'avoir été notre invité de la page culture de ce samedi. Vous l'avez compris, ce journal est terminé et votre appel en tant qu'aîné pour trouver des panas et des wondomais, notre invité l'a dit, il faut trouver des wondomais et des panas pour pouvoir développer notre continent, le continent africain. Merci de nous avoir suivis. Demain 13h, vous avez rendez-vous avec Hamza Diaby. Très belle soirée sur RTI 1.